par une réflexion sur le rapport entre la dette et l'indépendance, ou entre indépendance et dette. Les rapports sont... De toute façon, il n'y a pas de causalité univoque. Et je vais poser une première question. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance ? Une cité, une communauté, quand est-ce qu'elle peut se considérer comme autonome ou indépendante ? Voilà, avoir à manger. Quand une communauté qui est installée dans un territoire, elle peut se nourrir de ce que ce territoire lui offre. Et si ce n'est pas le cas, cette communauté, elle ne s'y installe pas. Elle continue sa vie nomade, hein, on est bien d'accord. Si on prend l'exemple d'un village, les gens y vivaient au village, et quand ils quittaient le village, ils le quittaient pour aller changer leurs produits, ou plus tard, pour faire du commerce. Mais ils ne quittaient jamais leur village pour aller se soumettre à occupation d'autrui, ou pour aller chercher ses moyens de subsistance ailleurs, sur crédit. Donc, en dehors de notre époque toute récente, il n'existe aucun précédent historique d'une communauté humaine entière qui était obligée d'aller chercher du crédit pour survivre là où elle est installée. Hein? Or, aujourd'hui, on se trouve face à un phénomène complètement saugrenu. La planète entière est endettée à une poignée de familles hyper riches qui ont le permis de détenir la presque totalité des richesses, au point que cette dette de la planète vis-à-vis des banquiers corresponde à 3 fois le PIB mondial. En revenant sur ma réflexion historique, je demande, depuis quand est-ce considéré comme normal que les Africains attendent le maïs des États-Unis pour les nourrir ? Depuis quand est-ce considéré comme raisonnable que les agriculteurs reçoivent des subventions pour ne pas cultiver leurs champs ou pour enterrer leurs récoltes ? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui on soit convaincu de vivre en démocratie et en état de droit alors qu'il n'y a ni l'un ni l'autre ? Le terme démocratie désigne le pouvoir du peuple de décider de son sort. Une situation où le peuple a le contrôle ultime des organes qu'il met en place et où dans aucun cas il ne perd sa qualité de source de pouvoir. Aujourd'hui, on en est très loin. Concernant ce que nous appelons état de droit, pour nous, c'est devenu un ensemble de lois qui visent à faire plier les gouvernés à ce qui convient aux gouverneurs. Dans l'exemple historique de démocratie, la cité d'Athènes, entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus, les lois étaient créées par l'ensemble des citoyens. Les lois avaient une fonction indicative et ce n'était pas un schéma en barrière où on tirait du nez les citoyens. Quand Socrate a été condamné à mort, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de bourreau. Socrate n'était pas condamné à une mort physique, mais à une mort politique. Socrate était invité à quitter la cité, ou bien à trouver par lui-même la façon de mettre fin à sa vie. Venons à notre époque récente. Le détournement actuel des sens, du sens des mots, dans les sociétés comme la nôtre, où quand même les gens sont instruits, ils sont diplômés dans la plupart, ce détournement du sens des mots n'est possible que parce que nos cerveaux sont constamment martelés d'un appareil sophistiqué de production de mensonges. Ces médias qui nous disent ce qu'il faut croire et ce qu'il faut ne pas croire. Qui voter, quoi manger, quel film regarder, comment s'habiller, quoi acheter, etc. Ces médias nous ont dit aussi que la concentration du pouvoir aux instances bureaucratiques de Bruxelles sous le beau nom d'Union européenne signifiait la fraternité des peuples, les voyages faciles, le partage de la convivialité,
l'acceptation des autres. Ils nous ont dit que tous ensemble avions la chance de nous défaire de nos monnaies nationales et au nom d'une belle et nouvelle monnaie commune et unique qui permettrait aux Parisiens d'aller boire leur café à Berlin et aux Athéniens de profiter d'un cappuccino sur la place du Capitole sans avoir à passer avant par le bureau de change. Le 31 décembre 2001, à minuit, alors qu'on fêtait l'entrée dans l'Union européenne et dans l'Union monétaire, la dette de nos pays respectifs, qui était une dette en monnaie nationale, passait à être une dette en euros. Concernant la Grèce, le 31 décembre 2001, la Grèce avait une dette de 145 milliards de dollars, une dette accumulée pendant 170 années, c'est-à-dire 31 décembre 2001. C'était une dette qui venait de 1830 jusqu'à 2001, 145 milliards de dollars. Cette dette qui était en drachmes passait à être en euros. Entre 2002 et 2009, cette dette explose. On vient en 2009 à avoir 300 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le double dans 7 ans. On est obligé d'importer une monnaie privée. L'euro, c'est une monnaie privée. La BCE est une banque privée. Et chaque euro qui circule dans le marché grec ou français est une monnaie empruntée qui porte en elle un taux d'intérêt chargé sur le dos des citoyens et rétribué à nos créditeurs, aux banquiers de la zone euro. En 2008, les médias nous ont annoncé que nous sommes malheureusement en crise, que la Grèce actuelle, ce petit pays balkanique sans rapport avec un quelconque passé antique, avorton d'un monde moderne qu'elle n'avait finalement pas pu intégrer, méritait bien son sort d'État en faillite. Ses habitants bronzés étaient des paresseux qui font la sieste et profitent de l'ouzo et du sirtaki pendant que leurs homologues allemands, français, hollandais, luxembourgeois, danois, hollandais et autres travaillent dur pour pouvoir leur prêter de l'argent. Les fables sont partie de la vie humaine. Depuis toujours, les fables. La différence est qu'aujourd'hui, la possibilité de vérifier par nous-mêmes ce qui est fable et ce qui est vérité tend à disparaître. La complexité technique des chiffres est un bon prétexte pour que les citoyens s'abstiennent de toute vérification des informations par eux-mêmes. Et ils délèguent tout aux spécialistes. Aristote disait « La vérité n'existe que dans son partage social. Et aucune vérité ne peut exister si elle ne fait pas partie de l'expérience vitale commune. » On en est à l'opposé. Ce que nous avons tous en commun aujourd'hui est un tas de mensonges. Par le seul fait de s'être emparé de l'esprit et du cœur des gens, ces mensonges sont aujourd'hui notre seule vérité. Dans tout ça, le mot dette de la France, dette de la Grèce, apparaît comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On entend dire qu'on est obligé de payer la dette publique, qu'on est obligé de la rendre viable afin de pouvoir régler les mensualités éternellement, sans souci des dégâts collatéraux. Je vais donc vous donner alors une idée plus précise de quelques dégâts collatéraux du petit pays balkanique, situé au sud de l'ex-Yougoslavie et ayant un sort malheureusement semblable à celui de cette dernière. Je crains bien que dans quelque temps, pas très long, on parlera de l'ex-Grèce. Le pays vit depuis l'an 2010 au milieu d'un ouragan, d'une crise artificielle. Est-ce que nos chers médias nous ont suffisamment informés sur ce que c'était les subprimes, les swaps, les dérivés? J'en doute.
Est-ce que les médias vous ont attiré l'attention sur le rôle de Goldman Sachs, de sa filiale JP Morgan, sur la manipulation des chiffres afin d'adapter toutes les données aux conditions du traité de Maastricht 1992 et faire entrer le pays dans la zone euro? Est-ce que les médias ont-ils parlé de la falsification du déficit national grec de la part de Elstat? C'est l'organisme des statistiques nationales grec qui est lié à Eurostat, à l'organisme des statistiques européens. Cette falsification du déficit, tenez-vous bien, tenait à faire gonfler en fait le taux du déficit, le faire passer du vrai 3, quelque chose %, qui était un des plus bas de la zone euro, à un fictif de 15, quelque chose %. Ceci a permis à Yorgos Papandreou, en 2010, de nous imposer l'arrivée du Fonds monétaire international, de cet organisme bienfaiteur de l'humanité, qui depuis mai 2010 est en train de nous sauver. Petit détail, le frère de Yorgos Papandreou, depuis les USA, plaçait de l'argent sur le pari de la faillite de la Grèce. Donc je résume. Au cours de l'année 2010, de manière frauduleuse, avec des manipulations opaques des données statistiques nationales, la Grèce a été déclarée en nécessité de sauvetage et devenue objet de divers traités illégaux par lesquels des milliards d'euros lui ont été soi-disant prêtés contre la rationalisation et le redressement, entre guillemets, de son économie. Vous pouvez traduire en démantèlement progressif du système social, éducatif et sanitaire, découpe des frais publics, bradage des services, des entreprises et des infrastructures publiques, et tout ça scellé par la démission définitive et irrévocable du pays de tout recours qui émane du droit international pour la protection de sa souveraineté. Depuis cette année-là, les gouvernements au pouvoir se sont alternés, mais la continuité d'action est étonnante. Voilà, 2009, ouais. Rien n'a changé, malgré les élections successives et un référendum complètement détourné. Aujourd'hui, messieurs, dames, la Grèce est une colonie moderne de la dette. Un pays qui vit les conséquences d'une guerre en temps de paix. Et quelques chiffres, à partir de 2011, donc on a commencé à compter. Taux de mortalité en Grèce, le plus haut que le pays ait connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Déficit démographique total entre 2011 et 2017 de 130 000, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un déficit démographique? C'est le chiffre entre les décès et la baisse du natalité des naissances, du taux de natalité des naissances. 130 000 correspond à une ville comme Metz. C'est ça le déficit démographique du pays. Si on continue comme ça, dans 30 ans, il n'y aura plus de Grecs. En termes de chiffre d'affaires, la Grèce est en même position que l'Érythrée, que la République centrafricaine, que Guinée-Bissau, que l'Ukraine, tout ceci des pays en situation de guerre. Le chômage massif et structurel. Entre les chiffres comptés par le Pôle emploi correspondant et les chômeurs qui travaillent à mi-temps ou qui travaillent 3 jours par an et qui ne sont pas déclarés, etc., on arrive à 60%. Parmi les jeunes, ceux de moins de 25 ans, le taux est de 75%. Vous comprenez alors pourquoi il y a des départs et une émigration massive de la population la plus jeune du pays. De 2011 à aujourd'hui, on a plus de 300 000 jeunes formés. C'est notre produit d'exportation numéro 1. Oui, qui ont émigré, oui. Non, depuis 2010 jusqu'à 2017, mettons, plus de 300 000 jeunes formés.
Démantèlement de la santé, les hôpitaux doivent faire un choix. Ils ont 10 opérations à faire. Parmi les 10, ils doivent choisir lesquelles ils vont faire et lesquelles ils ne vont pas faire. Baisse des retraites, baisse des budgets de l'éducation, bradage des biens publics et privés au profit des spéculateurs étrangers par priorité, avec des procédures simplifiées non opposables. Confiscation et mise aux enchères des résidences principales des gens. Vous avez payé une grande partie de votre résidence principale, oui, mais vous devez encore une somme de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros ou 500 euros à une administration ou à votre banque. Donc entre les impôts, l'administration et les banques, il y a un pot commun, hein, et puis finalement votre dette elle est concédée à un fonds vautour étranger qui regroupe les dettes, qui les achète aux 5% de leur prix et qui met aux enchères votre maison. Et là, le nouveau code de procédure civile vise à faire ça que de façon électronique, c'est-à-dire pour contrarier, pour stopper un mouvement citoyen auprès des tribunaux qui bloquaient les juges, qui ne les laissaient pas monter pour faire leur travail et qui prenaient le papier des mains des notaires, hein, puisqu'on en a eu des cas où ils ont stoppé vraiment des dizaines et des centaines de mises aux enchères comme ça. Mais depuis quelques mois, le nouveau code de procédure civile, il sera électronique. Les gens sauront par un email qu'ils ont perdu leur résidence principale. Voilà, ferme la parenthèse. Les recettes des impôts et des fonds publics, donc, ils sont versés au profit des banques de spéculation et des fonds vautours étrangers, puisque tout va aux intérêts de la dette. L'abolition de la souveraineté nationale et la transformation du pays en colonie, c'est un fait puisque ça a été stipulé dans les traités signés. Aussi, ce qui est en train de se faire au fur et à mesure, c'est l'abolition des forces de défense nationale et la substitution par des forces de police et d'armée privées étrangères. Je vais évoquer l'exemple de Frontex. C'est une compagnie qui, soi-disant, nous garde les frontières, car nous, on n'est pas capable de garder nos frontières par l'intermédiaire de nos unités d'armée, etc., qui ont été fermées. Encore une conséquence de ce que ça veut dire être une colonie de dette, on se transforme en centre de détention massive de population provenant des zones ravagées par la guerre et la paupérisation, tout en servant des intérêts qui attaquent les droits sociaux de ces gens. C'est-à-dire, nous n'avons pas la souveraineté pour exercer une politique d'immigration ou quoi que ce soit, et nous n'avons pas non plus, nous ne lèvons pas non plus la tête pour exiger l'application des lois du droit international concernant les réfugiés et les immigrés, leur donner des papiers et les laisser aller où ils veulent, mais bon, la dette joue sur le fait qu'on nous stipule aussi qu'est-ce qu'on doit faire en termes de politique autre que la politique économique. Bientôt, on ne sera pas donc étonné de nous voir amputés même de notre territoire national. Est-ce tout cela anticonstitutionnel? Est-ce tout cela illégal, immoral, frauduleux? Quelques constitutionnalistes encore sincères et honnêtes l'ont dit et l'ont redit. Oui, tout ça c'est anticonstitutionnel, illégal, immoral, frauduleux. Il y a eu un rapport qui a été fait sur la dette par un comité d'examen international où participaient Eric Toussaint et d'autres personnalités. Ce comité avait été convoqué par le premier gouvernement Syriza au tout début, par la présidente du Parlement, et il a donc fait un compte-rendu. Ce compte-rendu, où il stipule justement l'inconstitutionnalité, etc., de tout ça, il a été enterré quelque part dans un tiroir. Jamais on en a parlé en Grèce. Hein. C'était comme si ce compte-rendu n'avait jamais existé. Plus que ça, le prétendu argent prêté n'est jamais entré en Grèce.
Et je vais évoquer alors là, en deuxième lieu, une autre étude qui a été faite. Une étude qui a été faite par un institut allemand. L'Institut européen du management et de technologie situé à Berlin a fait une étude de 25 pages dont un résumé a été publié dans un revue allemand, Handelsblatt, du 16 mai 2016. Et dans cette étude, on peut lire que le 95% des 220 milliards d'euros prêtés avec les premiers mémorandas est allé sauver les banques allemandes et françaises qui détenaient les titres de la dette grecque. Et le 5% est allé pour sauver les banques grecques, les banques systémiques grecques. Qui est-ce qui est allé pour couvrir les trous du budget? Eh bien, le 0% est allé pour couvrir les trous du budget. Donc, voilà. Et je vais évoquer là une troisième étude qui a été faite, pour ne pas dire que j'invente. En juillet 2016, le bureau de l'expert indépendant qui évalue l'action du Fonds monétaire international, parce qu'eux aussi, ils ont un expert indépendant qui évalue leur action, parce qu'ils ont intérêt d'essayer de tenir quand même une bonne réputation au niveau international, et de ne pas faire n'importe quoi. Mais pourtant là, l'expert, il a publié donc un rapport, juillet 2016, dans lequel il constate qu'il y a eu non pas seulement des erreurs de la part du Fonds monétaire international, mais toute une conspiration contre la Grèce. Pays avec une autosuffisance alimentaire de l'ordre du 98%, une extraordinaire richesse du sol, du sous-sol, située sur un point géostratégique qui relie l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, et avec une classe politique complètement pourrie. La Grèce était le maillon faible. C'était une proie facile. Le rapport de l'expert indépendant pour l'action du FMI précise alors qu'au nom du sauvetage de la monnaie unique, au lieu de répartir le pillage des secteurs privés et publics à tous les pays de la zone euro, la Grèce a été choisie comme bouc émissaire et sacrifiée pour la continuation d'existence de cette monnaie. Avec les données que je viens de vous renseigner là, enfin les richesses du pays et sa position géostratégique, on comprend pourquoi. Car, en même temps, les vautours profitent de ce cadavre exquis. Avez-vous entendu parler de ce rapport de l'expert indépendant du FMI? Non? Non? Monsieur Tsipras non plus. On ne l'a pas vu passer en Grèce. Et pourtant, après tout ça, après avoir versé des milliards et des milliards, nous en sommes où aujourd'hui? Les banques européennes, elles ne sont toujours pas sauvées. Elles ont tout simplement avalé les milliards injectés dans leur trou noir et comptabilisés au dos du peuple grec et des autres peuples. Les banques privées de la zone euro continuent à jouer à la bourse, à laver l'argent noir du pétrole de la Daesh, de la drogue et des circuits du crime organisé qui font du trafic d'esclaves et du trafic d'organes avec tous ces pauvres gens clandestinement trafiqués de l'Asie, de l'Afrique vers l'Europe. Et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Donc ces banques ont bien été sauvées, elles continuent à faire ce boulot. Mais bien sûr. D'accord, ok. C'est très bien, ouais, c'est comme ça. Mais ça veut dire que ça fait bien longtemps qu'elles font ça? Avant même les crises monétaires? Disons qu'ils en profitent de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de surveillance et il y a de plus en plus de législations qui passent et qui enlèvent les barrières. La surveillance, c'était les États-nations. Les États-nations et certaines législations. Du moment où les législations ne passent plus des parlements, elles sont faites à Bruxelles, signées, etc. Ils arrivent d'États avec des 7500 pages, etc., qui passent dans une nuit au Parlement, même pas lues et tout ça. Oui, là c'est supranational, donc... C'est supranational, exactement, c'est ça. Alors ces banques détiennent des sommes colossales, bien plus que les banques américaines par rapport à la proportion au PIB. Je vous rappelle que les actifs de la BNP seulement correspondent aux 110% du PIB français. Ces banques sont toujours au bord de la banqueroute.
La Deutsche Bank est la plus grande et la plus problématique de toutes, pleine de produits toxiques, prête à éclater et à emporter dans la chute la presque totalité des banques européennes, mais aussi au-delà. Et le vrai problème est qu'on ne la laissera pas couler. On continuera à puiser ici et là, parce qu'au moins on aurait dit ça s'écroule, un nouveau vent va souffler, mais non, on va continuer à sauver, on va puiser ici et là, en France, en Italie, partout où nos chers gouverneurs peuvent puiser pour sauver encore la Deutsche Bank et les organismes concomitants. En d'autres mots, un cartel supranational de banques et de corporations, du pétrole, des médicaments, des armes, du software, de l'alimentation, essaye de tirer un maximum de profit au moment où le tout s'écroule à cause d'une crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. La bulle spéculative d'énormes quantités d'argent fictives, et je donne là un chiffre indicatif, pour 2015, cette bulle spéculative arrivait à 25 fois le PIB planétaire. Cette bulle spéculative ne trouve plus d'objet d'investissement pour continuer à grandir et à rapporter aux détenteurs des gains et d'intérêts suffisamment élevés tous les jours. Alors, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de transformer ça en bien tangible et concret. Aujourd'hui, ces profits sont que des chiffres sur écran d'ordinateur. Pour ceci, il faut mettre la main sur la totalité des ressources de nos pays. Ils s'en servent de l'OTAN, de la dette. Hein. Nous sommes destinés à devenir donc une partie, une population sans patrie, ni conscience collective, totalement dépendant de leur structure. En plus, notre état collectif psychologique, parce que ça joue beaucoup, nous avons de la culpabilité. On est endettés. Ils viennent nous sauver. Je mets ici une note de bas de page et je dis que cet état psychologique est très important. Et un état semblable est celui, comme je disais tout à l'heure en parlant dans le couloir, celui causé par l'effet du terrorisme. Hein. C'est-à-dire on sème la culpabilité, on sème la terreur, tout ça sert à mettre en fonction une peur instinctive d'autoconservation grâce à laquelle on ne se mêle pas de ce qui se passe derrière les rideaux. Hein. On veut être sauvé sans chez nous et on regarde la télé. Et nous sommes prêts d'accepter la privation des libertés, la suppression des droits, la soumission, une surveillance accrue et une mainmise sur notre propriété publique et privée. En Grèce, le deuxième gouvernement de gauche qui est au pouvoir actuellement est en train de finir le boulot des précédents. Il a signé un troisième mémorandum, il a gonflé la facture de la dette publique d'encore une centaine de milliards d'euros, en donnant sa bénédiction à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, pour que les fonds privés étrangers s'emparent des hypothèques de résidence principale pour le 5% du prix et qu'ils jettent dehors les gens, sans procès judiciaire autre que électronique. Il n'a établi point la justice à l'intérieur du pays. Il a volé les fonds des caisses de retraite, d'éducation, de santé, pour payer quelques mensualités auprès du FMI, dont il aurait très bien pu s'en passer, car le FMI, il n'a pas de procédure obligée ou de mettre aux enchères un pays. Voilà, c'est une procédure qui aurait pu être... C'est quelque chose qui aurait pu être évité. Ce gouvernement de gauche a rendu la mer Égée à l'OTAN. Il a signé un traité... Vous m'entendez ? Ah, trop fort. Ah, excusez-moi. Oui, il a signé un honteux traité, Status of Forces Agreement, avec Israël. Ce traité permet l'établissement de bases israéliennes permanentes sur le territoire de la Grèce, sous un régime d'impunité totale pour tout dommage causé. Ce fameux gouvernement de gauche a liquidé dans un prix
très beau marché, les 3 ports et les 14 aéroports les plus lucratifs du pays aux Allemands, en parlant de privatisation. Alors, ce n'était même pas une privatisation, car Fraport, la compagnie qui les a achetés pour 3 sous, est une compagnie publique allemande. Et je rappelle que le Pirée est la porte d'entrée principale des produits chinois en Europe. Donc, c'est un trésor, le Pirée. En mai 2016, nous avons eu la signature d'un projet de loi multiple de 7500 pages, que, comme vous comprenez, personne n'a lu. Avec ce projet de loi, ce gouvernement marionnette a cédé la totalité de la fortune du pays, les plages, les infrastructures, les zones frontalières, les ressources souterraines, l'espace aérien, au mécanisme européen de stabilité. Et là, c'est à vous de me dire si vous savez ce que ça veut dire mécanisme européen de stabilité. Non? Ça pas monétaire, non? Alors, soi-disant, c'est le Fonds monétaire international version Europe. Mais c'est plus terrible que ça. Car, je vous disais tout à l'heure que le Fonds monétaire international n'a pas la possibilité de s'emparer de la fortune d'un pays en le liquidant comme si c'était une entreprise privée. Non, alors le MES, le mécanisme européen de stabilité, il a ce pouvoir. Fondé en juillet 2013, entre 2008 et 2013 ou 2014, il y a eu une fondation d'une série d'institutions européennes, Étienne pourra le confirmer, un petit peu obscures, hein, des caisses, des fonds, des mécanismes, des choses, hein, soi-disant pour gérer la crise. Bon, ce mécanisme fait partie de ces nouveaux organes. Il a son quartier général au Luxembourg. Et il est, soi-disant, un organisme européen de gestion de dette des pays de la zone euro. Son conseil d'administration et son directeur n'ont des comptes à rendre à personne, à aucun corps élu. Ils ne peuvent être saisis par aucun tribunal. Et ils ont un pouvoir illimité sur les États membres qui doivent se conformer à ces ordres dans l'absolu. Il peut mener un pays en faillite, à différence du FMI qui ne peut pas. Le mécanisme européen de stabilité est alors un hyper-État qui a des privilèges et des impunités qu'aucun de ses États membres n'a. Les locaux du mécanisme européen de stabilité sont impénétrables. Ses documents et ses biens sont insaisissables. Et il est au-delà de toute autorité publique et autre. Voilà. Au moins, ce soir, vous aurez appris qu'est-ce que c'est le mécanisme européen de stabilité. Alors, par ce même projet de loi de 7500 pages, j'y reviens, le Parlement grec a signé son autosuppression totale et définitive, reconnaissant qu'il est pleinement substitué par Bruxelles. Le pays est ainsi bel et bien sous occupation totale et complète. Et je parlais tout à l'heure des forces de la défense aérienne, des unités d'armée de la mer Égée qui sont réduites en cédant leur place à Frontex, qui patrouillent aux côtés de l'OTAN, aux côtés des Israéliens et des Turcs qui font des exercices militaires, grandeur nature, pour préparer peut-être une prochaine invasion. En même temps, les îles Lesbos, Kos, Samos, Chios sont transformées à des centres de détention de façon complètement illégale. Je disais tout à l'heure que les Grecs désertent le pays ou crèvent, mais pour le moment, on a à peu près 60 000 détenus de façon illégale dans des conteneurs construits sur nos îles avec les bénédictions du gouvernement qui a reçu 500 millions d'euros pour construire des conteneurs au lieu d'évoquer le droit international,
de faire des documents à tous ces gens-là et de les envoyer. Vous voulez aller en Allemagne, vous voulez aller en France, vous voulez aller en Angleterre, voilà. On ne vous tient pas prisonnier ici, mais non, non. C'est très convenable que la Grèce devienne une zone de détention où des grosses entreprises pourront puiser de la main-d'œuvre facile, bon marché. Voilà. Les citoyens français, je reviens à nous, n'en savent peut-être pas grand-chose de tout cela quand on leur dit que la Grèce est loin. On leur a aussi dit que leurs impôts sont partis pour aider les Grecs. Les gens n'ont pas forcément des heures à passer sur Internet en cherchant d'autres informations de ce que leur dit la télé. Puis la société française n'a pas encore vu les retraites imputées, ni les allocations familiales supprimées. Le taux de chômage galopant, les découpes de l'allocation chômage, la congélation des salaires depuis 15 ans, les délocalisations, le nouveau code de travail, ne suffisent quand même pas pour qu'on se compare aux Grecs. Pourtant, on vous martèle la tête à vous aussi de compétitivité, sans préciser jusqu'où vous devez devenir compétitif pour pouvoir vivre dignement. Compétitif par rapport à qui? À la Chine? À la Roumanie? À l'Albanie? À la Turquie? À l'Italie? Ou bien même à l'Allemagne? Et en même temps, les mots monnaie, production et productivité, dont il faut parler bien avant de parler de compétitivité, ne sont pas des mots à la mode, on n'en parle pas. Les instigateurs de l'intégration européenne, au même moment qu'ils créaient la monnaie unique, ils incluaient dans les traités et les conventions signées par nos gouverneurs la désindustrialisation et la déproductivisation, si je peux me permettre ce néologisme, de nos pays européens. Pour la France et les autres puissances industrielles, ça ouvrait le chemin vers les délocalisations. Pour les plus petits pays comme la Grèce, vers la désindustrialisation complète, le démantèlement de l'artisanat, la mort de l'agriculture. Du traité de Maastricht au traité de Lisbonne, on a privé les peuples de leur monnaie, de leur production, de leur poste de travail, en un mot, de leur indépendance, en les transformant en des consommateurs débiteurs d'une dette qui ne finira jamais. Tout cela ne relève d'aucune nécessité. Ça a été tout simplement un choix politique, celui de l'ère de l'esclavage moderne. Le cas de la Grèce actuelle est là pour nous le démontrer. Et pour finir avec un mot sur l'Antiquité, à l'instar de Solon, qui avait imposé l'effacement de la dette dans Athènes de l'Antiquité, il faudrait aujourd'hui que nous citoyens, on exige l'effacement complet de la dette publique de nos pays. Et en même temps, on exige la sortie de notre pays de la prison qui rend les peuples esclaves de la dette, qui est la zone euro, et de l'hydrocéphalie de la monarchie allemande bruxelloise. Voilà. Merci.